À vous de juger. 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 Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission. À vous de juger. Ces numéros nous conduisent directement à faire un décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo avec notre invité. On attendait le gouvernement. Yes, il est là, Souminois 2. Il y en a qui pensaient que ça serait une autre personne qui allait conduire ce gouvernement. Il y en a encore qui pensaient que le gouvernement serait d'union nationale. Bon, avec notre invité, on va répondre à la question des téléspectateurs. Est-ce un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement tout simplement et remaniement ordinaire comme on peut les constater? Nous allons aussi parler de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Du 2 juillet au 2 août, les rebelles du 1-23 ont tué plus de 300 civils. 300 civils, bien, vous avez suivi la réaction du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, qui vraiment est déçu de l'attitude de ces hommes qui se disent congolais, malgré le pourparlers des Doha et l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Le président Katende est là, le président de l'Azado. Avec lui, nous allons essayer un peu de dégager ce que beaucoup de Congolais entendent. Président, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Je me porte bien. Ouais. Oui. Le gouvernement, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous a impressionné en premier lieu? Il faut dire que pour faire l'évaluation de ce gouvernement qui vient d'être mis en place par le président de la République, il est bon de se référer aux engagements que lui-même avait pris. Le premier engagement, c'était de mettre en place un gouvernement d'ouverture, et il est question ici de savoir si le gouvernement répond à cette ouverture ou pas. Deuxièmement, il a promis de mettre en place un gouvernement de moins de 50 ministres. Aujourd'hui, la question à se poser, est-ce que le président a tenu cet engagement ou pas? Alors, en ce qui concerne le premier engagement du président de la République, qui est de mettre en place un gouvernement d'ouverture, nous pouvons dire que l'ouverture est très limitée dans le sens que c'est vrai qu'il y a des personnalités de l'opposition qui sont entrées au gouvernement, mais c'est en fait des personnalités qui épousaient déjà, dès le départ, les thèses, la politique du gouvernement conduit par Madame Judith Souminois. En même temps aussi, on devra examiner est-ce que les partis qui se sont toujours opposés à la gouvernance du président Tshisekedi sont dans ce gouvernement. Nous nous rendons compte qu'une grande partie de l'opposition qui ne partage pas la manière de gouverner du président Tshisekedi n'est pas présente dans ce gouvernement. Quant à la société civile, il faut dire aussi qu'elle n'est pas, elle est représentée de manière très limitée. C'est mademoiselle à qui on a confié le ministère de la Jeunesse. Amy Coutuno. Qui ne vient pas d'un parti politique, qui vient du monde des confessions religieuses, à qui on a confié ce ministère. On peut dire globalement que le président de la République n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris, et en même temps aussi, nous avons 53 ministres au lieu de moins de 50 ministres. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et quand on regarde le poids politique de ceux qui sont entrés au gouvernement, il faut dire aussi que leur poids politique est très limité.
Merci beaucoup au président Katende. Nous allons aider nos téléspectateurs qui nous suivent. Parmi les principales entrées au gouvernement, on peut citer Adolphe Muzito qui prend les rênes du ministère du budget. On parle de Floribert Anzoulani qui est nommé à l'intégration régionale, Guillaume Ngefa qui hérite du portefeuille de la justice, tandis que Marie Nyangé Ndambo est chargée de l'environnement. Julie Mbouyi prend la tête du ministère du portefeuille. Micheline Umbaï qui est désignée au genre, famille et enfants. Grâce Emi Koutino devient ministre de la jeunesse. Et enfin, Eliezer Tambwe, nommé ministre délégué à la défense et aux anciens combattants. Je commence par Eliezer Tambwe. Oui. Il a laissé le micro. On l'a connu comme Déco Eliezer. Après, il est parti au Parlement. Massolo a député et consort. Aujourd'hui, ministre délégué à la défense. C'est un bon signe? Non, il n'est pas. Il est ministre délégué à la défense mais en charge des anciens combattants. Oui. Vous savez que M. Eliezer a fait beaucoup d'actions sociales avant les élections et pendant les élections à travers le pays. On estime que cet élan social qu'il a pourrait éventuellement faire en sorte que les anciens combattants, les retraités, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays et dont les conditions sociales laissent à désirer, vont pouvoir trouver un peu de soulagement avec M. Eliezer Tambwe. Vous allez permettre que, au début de cette émission, que je puisse féliciter M. Guillaume Ngefa, qui est en fait un ancien président, le tout premier président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme à SADO, mais qui a fait une grande partie de sa carrière dans le système des Nations Unies. Et nous pouvons dire que la République démocratique du Congo a de la chance d'avoir au ministère de la Justice un homme qui a le profil qu'il faut pour ce ministère-là et de qui, je pense, tous les Congolais attendent beaucoup. Beaucoup ne les connaissent pas, mais M. Effectivement, beaucoup ne les connaissent pas. Beaucoup ne les connaissent pas, mais M. Guillaume Ngefa a une expérience et les compétences qu'il faut pour, évidemment, faire du bon travail au ministère de la Justice. Mais tout ceci, il faut retenir que ça va être conditionné par l'environnement dans lequel on va pouvoir le mettre pour qu'il donne encore le meilleur de lui-même, comme il l'a fait au commissariat des Nations Unies à Genève, mais aussi dans les autres fonctions qu'il a occupées, notamment en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali. Aujourd'hui, il est retraité des Nations Unies et on est heureux de constater qu'il est prêt à donner sa contribution au redressement de la justice dans notre pays. Nous attendons qu'il communique sa feuille de route pour les ministères qu'il va prendre. Mais j'ai insisté sur le fait que notre justice a beaucoup de problèmes et que nous avons là quelqu'un qui peut aider à avancer. Alors, j'ai insisté sur l'environnement. Il faut qu'on le mette dans l'environnement où il peut travailler et réaliser un certain nombre de choses. Et dans cet environnement, la première chose que nous demandons, c'est qu'il y ait une volonté politique claire, n'est-ce pas, de le laisser apporter des réformes qu'il faut avec l'aide de tous les acteurs judiciaires, mais avec l'aide aussi du Parlement pour, n'est-ce pas, relancer la justice en République démocratique du Congo. S'il n'a pas la volonté politique suffisante qui l'accompagne pour qu'il fasse le travail, il va avoir certainement des bâtons qui vont lui être mis dans le roue et il ne pourra pas travailler. La deuxième chose, c'est la composante humaine, n'est-ce pas?
Vous savez que M. Guillaume n'appartient pas à un parti politique. Mais comment il s'est retrouvé là? Il n'appartient pas à un parti politique. Je pense que le président de la République a la possibilité de faire venir dans le gouvernement toute personne qu'il estime être à mesure d'apporter la contribution dont la République a besoin. Très bien. Je n'ai pas cessé d'insister sur l'expertise, sur la compétence de M. Guillaume Ngefa, dont il a fait preuve dans le système des Nations Unies. Et je voudrais vous dire ici qu'il a été dans les pays où il y a eu beaucoup de difficultés politiques, mais il a apporté, n'est-ce pas, par exemple en Côte d'Ivoire, il était chef de la section droits de l'homme là-bas en Côte d'Ivoire, donc il a apporté son expertise pendant que ça chauffait dans ce pays-là pour qu'on arrive aux élections qui ont rétabli l'ordre dans le pays. Maintenant, vous savez, quand vous êtes par exemple coopté par un parti politique, la première chose qu'on va vous faire, c'est de vous donner un directeur de cabinet. Ouais. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas son cursus. Vous ne savez pas ses compétences. Et aussi, on peut lui coller des conseillers dont il n'a pas besoin et dont il ne connaît ni la compétence ni l'expertise. Vous voyez? Ouais. C'est pour ça que je dis, si on veut que M. Guillaume réussisse, s'il y a cette volonté de voir la justice redémarrer, qu'on le laisse désigner lui-même son directeur de cabinet, parce que le directeur de cabinet doit être un homme de confiance. Très bien. Parce qu'il assure l'administration du cabinet, il est au courant de tous les dossiers, il doit être capable, il doit être un homme ou une femme qui connaît bien le ministre, il doit être un homme ou une femme qui a des contacts faciles avec les ministres en répondant aux critères d'expertise, aux critères de compétences. Ça, c'est important. Très bien. Mais si on lui donne les partis ou les personnes qui l'ont soutenu, lui donnent des personnalités dont il n'aura pas besoin, à la fin de tout, il va tout simplement constater que les cabinets sont entourés dans la plupart de personnes incompétentes et la conséquence va être qu'il va constituer un autre cabinet en dehors du cabinet auquel il va pouvoir se référer, où il aura seul la charge, n'est-ce pas, de tous les ministères, de tous les travaux à faire, ce qui ne fera pas avancer. La troisième composante, c'est l'argent. L'argent est toujours l'argent et encore l'argent. Il faut qu'on donne au ministère de la Justice des moyens pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, en œuvre toutes les recommandations qui ont été faites aux derniers états généraux de la justice. Et vous allez vous rappeler que beaucoup des recommandations des états généraux de la justice qui ont été faites en 2015 n'ont pas été appliquées, faute de moyens. Le gouvernement, au lieu de donner l'argent, comptait sur les partenaires au développement, qui eux aussi, des fois, posent des conditions pour, n'est-ce pas, donner de l'argent. Donc, il faut que ces trois composantes, en termes d'environnement, soient assurées pour que M. Guillaume Ngefa, notre ancien président de la ZADO, puisse faire le travail que la nation attend de lui. Très bien. Maintenant que, par rapport à tout ce qui est arrivé au ministre, à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, n'est-ce pas que les différents ministres de la Justice qui vont s'en suivre vont commencer à traiter certains dossiers avec un peu de pincettes? Je ne pense pas. Je pense que M. Guillaume doit avoir suivi les péripéties qui ont entouré l'exercice, n'est-ce pas, des fonctions de ministre de la Justice par M. Moutamba, et pour avoir, en termes d'objectifs, est-ce qu'il va poursuivre les mêmes objectifs, mais aussi en termes d'approche. Je pense que M. Guillaume Ngefa, c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de négociations
politique dans le pays où il était basé, il sait que certaines fonctions, certaines actions importantes peuvent être entourées de la discrétion. Je pense qu'il changera d'approche peut-être pour atteindre les mêmes objectifs qui, en fait, tournent autour de la réforme de notre justice. Il ne faut pas oublier que même les magistrats que nous mettons régulièrement en cause, ils ont aussi besoin de voir notamment que la corruption diminue de plus en plus dans les milieux judiciaires. C'est un besoin pour tout le monde. Mais quelle est l'approche qu'il faut adopter pour pouvoir, n'est-ce pas, diminuer la corruption dans les milieux judiciaires? C'est à ce niveau-là que M. Guillaume Ngefa pourrait apporter une touche différente de celle de M. Moutamba. Très bien. Alors, Président Katende, est-ce que vous avez un mot par rapport à la présidente d'Adolphe Muzito au ministère du Budget, lui qui a été déjà chef du gouvernement autrefois? Bon, je pense que M. Adolphe Muzito a l'expérience, non seulement en tant qu'un ancien inspecteur des finances, mais en tant que Premier ministre, et je pense qu'il avait déjà été, si je ne m'abuse pas, ministre du Budget aussi. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il ne va pas occuper une fonction à laquelle il est étranger. Ce que nous voulons, c'est que par sa présence, que M. Muzito ne soit pas là seulement pour d'autres raisons, mais on voudrait que le ministère du Budget soit géré autrement. Et surtout pour lui qui vient de l'opposition, on a besoin des résultats. Comme nous les voulons pour tous les ministres, on a besoin des résultats. Il ne faut pas qu'on en arrive à la situation de certains ministres du premier gouvernement souminois qui ont brillé par une absence totale, une invisibilité exagérée, et aujourd'hui qui ne sont plus là. Donc on a besoin des ministres chez qui on attend vraiment des résultats. C'est surtout les hommes et les femmes qui ont de l'expérience, qui ont déjà occupé ces fonctions précédemment. Pourquoi, d'après vous, le chef de l'État a reconduit Mme Souminois? Parce que plusieurs l'accusent d'être comme canard boiteux à la tête du gouvernement. Oui, il faut dire que l'appréciation de l'opposition n'est pas celle du président de la République. L'appréciation de, comment je dirais, de la population n'est pas aussi celle du président de la République. Donc le président de la République peut avoir des critères d'appréciation qui sont tout à fait éloignés de ce que le peuple veut. Et donc si Mme Souminois est là, c'est de la part de la volonté du président de la République lui-même, mais je sais que même au sein de l'Union sacrée, beaucoup auraient souhaité qu'elle parte. Mais elle est là, il faut composer avec elle. Elle doit aussi faire l'évaluation du travail qu'elle a fait sous son premier gouvernement et se dire qu'on a quand même pour ce deuxième gouvernement besoin des résultats. Et des résultats dans des secteurs prioritaires pour la population, mais on a aussi besoin de l'avoir engagé de manière visible sur les questions importantes de la République. C'est notamment la question de la guerre à l'est du pays. Oui. On avait quand même senti que Mme Souminois a laissé ses dossiers au président de la République et au ministre ou à la ministre des Affaires étrangères, mais aussi à monsieur Mouyaya qui se charge de la communication. Ce sont les trois qu'on a vu vraiment engagés sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo, et Madame la Première ministre était vraiment en retrait, alors que c'est elle qui conduit la politique du gouvernement. Donc, conformément à notre Constitution, c'est la Première ministre qui doit être plus visible sur les dossiers du gouvernement que le président de la République. Et aujourd'hui, ces ministres sont beaucoup plus visibles qu'elle. Oui, je pense qu'elle coordonne l'action du gouvernement. Je pense qu'il y a des ministres qui sont à l'avant-garde pour ces dossiers-là. C'est comme les ministres de la Défense. Moi, je me pose la question pourquoi on a maintenu le ministre de la Défense.
Ce ministre était là quand Bukavu et Goma sont tombés. Mais vous avez répondu la même question là quand je vous ai posé pour Mme Souminois, c'est-à-dire le chef de l'État lui-même sait pourquoi il les garde. Oui, oui, évidemment, mais vous voyez, Mme Souminois, c'est différent parce que elle coordonne toute l'action du gouvernement. Mais il y a des ministres spécifiques. Et vous voulez que le ministre de la Défense fasse quoi? Non, mais c'est elle en fait qui applique la politique du gouvernement en matière de la défense. Mais c'est ça que nous voyons là, c'est ça la politique du gouvernement. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est ça la politique du gouvernement. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est quand même une politique qui a des failles. Donc c'est ça le gouvernement. C'est ça le gouvernement. Ouais. Mais nous disons que le gouvernement ne devrait pas être comme ça. Et la première chose qu'on devrait faire, c'était de renvoyer le ministre de la Défense. Parce que quand même, Goma est tombé sous son administration, Bukavu est tombé sous son administration, les Wazalendo qui se battent ne sont pas pris en charge conséquemment. Nous avons des nouvelles qui viennent de là. Et aujourd'hui, l'armée de la République démocratique du Congo n'est même pas capable de repousser les rebelles, même sur quelques pas de territoire conquis. Donc, on doit pouvoir se poser des questions, parce qu'on l'a maintenu pour des bons résultats qu'il a atteints, ou on l'a maintenu tout simplement parce qu'il est ami à X ou à Y. Peut-être c'est un bon serviteur du chef. Avant d'être un bon serviteur du chef, il doit être d'abord un bon serviteur de la nation. Alors, beaucoup de personnes voulaient savoir pourquoi est-ce que le chef de l'État avait initié des consultations pour aboutir à un gouvernement comme celui-ci. Non, il faut dire que tout ne dépend pas de la volonté du président de la République. Je suis au courant que des contacts ont été initiés avec certains partis de l'opposition, mais ces contacts n'ont pas abouti. C'est que les personnalités de ces partis politiques de l'opposition viennent au gouvernement. Mais la volonté manifeste du président de la République et des personnes à qui il avait confié la mission de contacter les autres ont en fait fait leur travail, mais ce travail n'a pas convaincu les autres pour qu'ils viennent. Les idées, je ne vous arrache pas la parole, les idées conditionnent ou a conditionné sa participation au gouvernement par les dialogues. Oui, je pense que nous sommes dans une situation où tout le monde a ses conditions. Hein, tout le monde a ses conditions, les rebelles ont leurs conditions, ainsi de suite. Mais je me dis que les dialogues ne doit pas être un lieu où les gens se partagent le pouvoir. C'est ça le problème. Si le dialogue est pour se partager le pouvoir, on oubliera les questions essentielles. Les questions essentielles de ce pays, c'est notamment sa sécurité, c'est notamment une gouvernance qui réponde aux besoins de l'orthodoxie, c'est notamment une gouvernance qui prend en considération les besoins du peuple. Donc, il est clair que ça doit être les grandes préoccupations. Mais vous allez voir que si le dialogue met sur la table la question des partages de pouvoir, les gens, dès qu'ils auront eu le pouvoir, ils vont oublier l'essentiel. L'essentiel dont je venais de parler. Donc, on doit être sérieux, et la plupart des dialogues qui ont eu lieu en République démocratique du Congo n'ont pas amené à la modernisation du pays, n'ont pas amené à la réforme de la nation, de l'État, tout simplement parce que chacun, dès qu'il a empoché 3 ou 4 ministères, il a décroché 2 ou 3 ministères, il veut être en harmonie avec les chefs que de soutenir les mêmes thèses qu'ils sont en train de soutenir aujourd'hui. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi j'estime personnellement que nous ne devrions pas être un pays où tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on entre en transition. Et le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas et on ne peut pas continuer comme ça. Pendant que d'autres pays
ont eu des transitions et aujourd'hui ils s'occupent du développement. Nous continuons à nous disputer et à nous quereller autour du pouvoir. Et la plupart des Congolais qui prennent le pouvoir ou qui veulent prendre le pouvoir ou qui veulent du dialogue, c'est pour se repositionner pour des intérêts personnels et non pas pour les intérêts de la population. Du temps de Kabila, il y a certains Congolais qui avaient pris en otage certains postes ministériels, qui ont fait des années et des années, toujours ministres. On le voit pareil avec Félix Tshisekedi, certains ministres qui sont toujours ministres, malgré le gouvernement, mais ils sont toujours ministres. Quelle est l'impression que vous avez sur ça? Je vais citer l'exemple de Jean-Lucien Boussa, par exemple, qui est toujours ministre, Julien Paluku, qui est toujours ministre. Il peut périmiter d'un tel ministre à l'autre. C'est quoi cette histoire, Président? Bon, d'abord, il est important de dire que les gens peuvent rester au gouvernement tant que le président de la République estime qu'ils lui sont utiles. Là n'est pas le problème. Mais je pense que notre problème à nous, c'est de dire que si quelqu'un doit rester longtemps au gouvernement, ça doit être en fonction du travail qu'il fait et des résultats auxquels il arrive. Maintenant, c'est au président de la République ou à la première ministre de faire un état d'évaluation de chaque ministre et de nous dire, parce qu'on a quand même besoin, ce pays est notre pays, ce gouvernement est là au nom du peuple congolais. Ceux qui travaillent comme ministres travaillent à notre nom. On a quand même besoin d'avoir un rapport d'évaluation de la première ministre, de chaque ministre, les forces, les faiblesses. Cela permettrait à ceux qui prétendent un jour être aussi des ministres de voir pourquoi on a parlé de telles faiblesses, pourquoi on a parlé de ça. Voilà. Donc les gens doivent être maintenus au gouvernement, non pas en fonction seulement des intérêts politiques. Parce que moi, j'estime que beaucoup sont maintenus au gouvernement à cause des intérêts politiques qu'on veut protéger que en fonction des résultats. Si le président de la République, la première ministre disent que ces gens sont maintenus au gouvernement pour leurs résultats, qu'on mette les résultats dans un rapport, qu'on les publie, que les citoyens en prennent connaissance, pour que ceux qui travaillent bien soient un modèle pour les autres. Mais je suis convaincu personnellement que beaucoup sont maintenus pour des intérêts politiques que par rapport aux résultats de leur travail. Vous acceptez aussi la permutation au sein du gouvernement. Je prends l'exemple de Madame Bazaïba, qui a géré l'environnement durant un moment donné, qui s'est quand même apaisanti, qui a donné de l'expérience sur son expérience par rapport à l'environnement en République démocratique du Congo, sur le plan international et consorts. Et comme on la maintient au gouvernement, mais elle va maintenant aux affaires sociales. Quel rapport y a-t-il entre l'environnement et les affaires sociales? Bon, du moment où elle-même, j'ai vu qu'elle a écrit un message pour remercier le président de la République. Elle est contente? Oui, elle a mis quelques photos en ligne. Bon, j'estime que si elle est contente, c'est qu'elle a de l'expertise pour apporter, comment je dirais, une contribution significative à ce ministère-là. C'est pour ça que je disais... Pourquoi les gens ne refusent pas? Parce que d'abord... Il y a certains qui ne refusent pas parce qu'ils aiment servir leur pays. Il y a d'autres qui ne refusent pas parce que quand même le pouvoir vous donne accès à beaucoup d'avantages, aux honneurs, aux avantages matériels, aux avantages financiers, donc à une certaine considération. Pourquoi les gens, même ceux dont on a vu que les résultats sont vraiment catastrophiques, continuent à se battre pour aller au gouvernement? Vous êtes de la presse, vous avez vu que les médias étaient envahis, même par des gens qui ne savent pas écrire leur propre nom, pour se donner une certaine visibilité et être, n'est-ce pas, appelé, hein, et être appelé au gouvernement. Et vous allez voir que maintenant que le gouvernement
est mis en place, la conséquence c'est que les médias vont être un peu épargnés. Ouais. En entendant la prochaine consultation. Il y aura une certaine timidité dans le média. Oui, il y aura une certaine timidité, comme vous le dites, dans le média. Donc, c'est ça. Je pense que depuis 1960, quand vous faites les parcours de la classe politique congolaise, il y a eu trop peu qui ont eu le courage de démissionner. Trop peu alors. Trop peu. Voilà, c'est là pour répondre à la question d'un téléspectateur qui voulait savoir si le même cause vécue la fois passée, durant l'an 1 de Souminois, ne sera pas reproduite encore cette fois-ci. Parce que les acteurs restent les mêmes pour la majorité. C'est pour ça que je disais qu'il est important que Mme Souminois et les ministres qui sont là fassent d'abord l'évaluation de leur premier gouvernement. Qu'est-ce qui a marché? Mais vous avez suivi les bilans, non? C'est plus de 90% de réussite. Bon, je pense que ça, c'est les bilans de plus de 90% de réussite. Ça, c'est pour les gouvernements. Oui. Mais il faut maintenant qu'ils demandent au peuple congolais. Est-ce que vous savez qu'ici à Kinshasa, il y a encore des gens qui boivent l'eau des rivières? Ici, dans la capitale. C'est ça les bilans de 80, de plus de 80%. Ici à Kinshasa, il y a deux quartiers où il n'y a pas de l'électricité. Ici à Kinshasa, il y a des quartiers où les Kuluna ont établi leur propre gouvernement. Ici à Kinshasa. Je ne vais pas en province. Quand on met tout ça ensemble, le bilan est de plus de 90% de réussite. Mais on rêve ou quoi? Et aujourd'hui, l'avantage que le gouvernement ne prend pas en compte, aujourd'hui, les citoyens ont accès directement aux moyens de communication. Voilà. Donc, chacun de nous est capable de dire qu'est-ce qui se passe dans son quartier. Je demande à Mme Souminois et à son gouvernement de suivre un peu l'émission Kin Makambo. Des Molières. Des Molières. Molières TV. Ce sont des réalités de Kinshasa. Voilà. Maintenant, quand vous prenez les réalités de Kinshasa, vous les étendez sur toutes les grandes villes de la République. Vous allez commencer à dire le bilan est positif de plus de 90%. La ville de Goma est prise. Les citoyens sont tués là-bas. Et on n'a même pas entendu une seule fois qu'il y a eu une tentative de récupération de Bukavu ou de Goma. Et on dit que le bilan est positif. Des femmes et des enfants sont sommairement exécutés. Et donc, on prend tout ça, on met ensemble, les bilans restent positifs à 90%. Non, il ne faut pas continuer à raconter des choses que les citoyens n'acceptent pas. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le gouvernement pour qu'on parle de l'Est? Tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement, il est déjà là. Je félicite tous ceux qui ont eu la grâce d'être nommés comme ministres. C'est une gloire, c'est une joie, mais c'est aussi une responsabilité. Très bien. Il faut que les gens prennent conscience qu'on a besoin de les voir travailler pour la population et nous avons besoin des résultats. Nous avons besoin des résultats. Il ne faut pas que les ministres travaillent seulement pour satisfaire leurs besoins, leurs intérêts politiques, mais on doit voir que le gouvernement a des effets, n'est-ce pas, sur la vie des citoyens. Très bien. Je l'ai annoncé au sommaire de l'émission, plus de 300 personnes tuées pendant que la RDC a signé l'accord de paix avec le Rwanda. Et la déclaration de principe entre la RDC, donc le gouvernement, et le M23 AFC à Doha a été aussi signée en attendant qu'on puisse finaliser les processus. Mais à l'Est, ça ne tient toujours pas. À quoi auraient servi tous ces fronts de diplomatie? Non, il faut dire que quand même, nous ne devons pas ignorer que le front diplomatique a permis à beaucoup des partenaires de la République démocratique du Congo de comprendre le rôle négatif joué par le Rwanda dans notre pays. Je suis aussi conscient que
tous les Congolais voudraient que la paix s'installe très vite et que les accords de Washington, comme la déclaration de Doha, créaient de l'espoir. Mais devant votre micro ici, j'avais démontré les failles qui sont dans la déclaration, mais aussi dans l'accord. Et une des failles qui est visible, c'est le fait que la justice n'a pas été prise en compte dans ces deux documents importants. Et le fait d'avoir ignoré la justice donne encore l'occasion au M23 et l'AFC de continuer à tuer des Congolais comme s'ils étaient en fait des bêtes de somme. C'est ça en fait le problème. Si les rebelles, si l'État rwandais était contraint à accepter qu'on mette un tribunal, n'est-ce pas, international sur le Congo pour prendre en charge tout ce qui a été causé comme dégâts en République démocratique du Congo, je pense que l'attitude des rebelles changerait. Mais je dis, c'est vrai que l'accord a des failles, mais il n'y a pas de failles dans le désir de Congolais de dire que c'est vrai que notre gouvernement a des faiblesses, mais aussi de dire que le malheur de l'Est, c'est principalement M. Kagame et certains de ses relais congolais. Ça, nous le savons et nous le disons. C'est pour ça que nous estimons qu'il faudra que la République démocratique du Congo se batte pour qu'il y ait la justice, pour que plus jamais personne ne prenne des armes contre ses propres frères. Les gens qu'on tue à Goma n'ont rien à faire, à Bukavu, à Goma, dans la périphérie là-bas, n'ont rien à faire avec le gouvernement de Kinshasa. Parce que les rebelles disent qu'ils voudraient renverser le gouvernement de Kinshasa. Mais les gens qui tuent là-bas ont quelle relation directe avec le gouvernement de Kinshasa? Vraiment. Donc c'est en fait ça que nous décrions. Et aujourd'hui, vous allez vous rappeler que je l'avais dit, Kagame, M. Kagame est un félin. Voyez-vous, il a fait conditionner le retrait de ses forces en République démocratique du Congo par l'éradication des FDLR. Mais cela voudrait dire que quand le dernier FDLR sera éliminé, que alors le Rwanda va retirer ses troupes. Je le disais ici, et les gens du gouvernement disaient non, ça va se faire simultanément. Et le gouvernement rwandais l'a dit, on ne sortira pas du Congo tant qu'on n'a pas fini avec la question des FDLR. Ça veut dire en d'autres termes que le Rwanda utilisera toutes les manœuvres permises pour faire respecter ce qui a été dit dans l'accord. Parce que dans l'accord, c'est clair que les deux actions ne vont pas se passer simultanément comme certains ténors du gouvernement congolais l'expliquent. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez réagir habituellement dans ce numéro que nous avons toujours affiché là. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le 9, donc parce qu'hier il y a eu des combats entre le M23 et le Wazalendo au sud Kivu, il y a eu même 4 civils tués. Il n'y aura pas de conséquences quand on viole le cessez-le-feu, président Katende? Bon, en fait, il faut considérer que le Rwanda et ses complices du M23, de l'AFC, sont en fait des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la paix s'installe. Parce qu'en fait, ils contrôlent les mines les plus importantes en termes de coltan. Vous pensez que les revenus qu'ils engagent en exploitant les mines d'or, les mines du coltan, seront les mêmes, même s'ils arrivaient au gouvernement ici? Ce n'est pas la même chose. Ouais. Et donc, ils feront toujours tout pour violer les cessez-le-feu et dire que ce sont les Wazalendo, ce sont les FRDC qui sont à la base. Chacun continuera à accuser chacun. Mais nous observons pour que dans les délais inscrits dans l'accord, n'est-ce pas, de Washington,
que les organes qui doivent permettre la mise en œuvre de cet accord soient mis rapidement en place pour que l'accord soit exécuté. Très bien. Alors, on va quitter l'Est pour parler, dire un mot par rapport à la lecture que vous faites sur l'opération Ndobo, lancée par le ministre de l'Intérieur. C'est une opération, en tant que droit de l'homme. C'est une opération encore dont les résultats sont très limités. Sont très limités parce que la question de Koulouna ne peut pas seulement être résolue en prenant en fait des solutions judiciaires. C'est une question qui doit être résolue de manière globale. Il faut se poser la question importante, pourquoi les jeunes, même ceux qui ont étudié, vont échouer dans les Koulouna. Donc, il faut aborder la question de la défaillance même de notre système de prise en charge des jeunes dans notre pays. Vous voyez que la politique de Kanyama-Kasese paye quand même, dans la mesure où beaucoup de jeunes ont été récupérés. Ouais. Donc il faut mettre en vedette ici la responsabilité de l'État. La solution judiciaire, elle est importante, mais elle n'est pas la solution. Et l'opération Ndobo, c'est une bonne opération, mais elle doit être associée, elle doit prendre en compte la formation de ces jeunes, elle doit prendre en compte les questions d'assainissement des milieux où les gens vivent. Je vous dis, monsieur Émile, il suffit seulement d'aller dans certains quartiers à Kimbanseke. Un jeune qui grandit dans ces milieux-là ne peut être que violent. Pourquoi? Parce que l'environnement lui-même exerce une certaine violence sur lui. Vous vous rendez compte, je suis allé à Kimbanseke avec mon véhicule. Nous étions dans une mission d'enquête de l'Azado dans les quartiers périphériques là-bas. Il y a des gens qui occupent des chaussées pour passer. En fait, ils occupent des chaussées avec des tables de leur commerce. Donc, pour que tu passes avec ton véhicule, tu dois négocier avec eux pour qu'ils enlèvent leur table. Et au besoin, il faut leur donner de l'argent. Wow. À Kimbanseke ici. Mais un jeune qui évolue dans ces milieux-là, en fait, la misère exerce une certaine violence sur la vie des gens. La misère dans certains milieux rend les gens méchants. Ah, c'est très bien. En fait, ce sont des gens, des jeunes qui grandissent et qui estiment que la société ne s'occupe pas de nous. On n'a rien à perdre. Je ne soutiens pas les Koulouna, mais je dis que l'État doit jouer pleinement son rôle. Son rôle, ce n'est pas seulement d'envoyer des policiers pour aller arrêter des Koulouna. Ce sont des citoyens qu'il faut encadrer. Même quand on les envoie en prison, notre prison n'est pas capable d'assurer la rééducation, de réformer les gens qui sont envoyés là-bas. Parce que la prison elle-même, c'est encore un milieu très criminologène. Est-ce qu'on ne pouvait pas créer des Kanyama-Kasese dans chaque province avec son camp? C'est en fait, c'est à ça que le gouvernement doit pouvoir réfléchir. Nous avons vu ces jeunes Koulouna qui sont venus ici à Kinshasa, et après, beaucoup sont rentrés dans leur milieu de travail, parce qu'ils estiment qu'ils y gagnent quelque chose. Ouais. D'abord quelque chose en termes de formation, et quelque chose en termes de petits revenus qu'ils peuvent mettre de côté pour aider les parents, pour se projeter soi-même. Ce qu'il faut dire est que les jeunes de notre pays sont abandonnés par le gouvernement. Très bien. On va terminer avec un mot sur le procès Moutamba. Dernièrement, vous avez animé un point de presse. Vous avez convoqué les journalistes qui étaient là. Le titre que j'ai vu là, c'est le procès Moutamba n'est ni juste ni équitable. Oui, bien sûr. Alors, c'est un titre qui est conforme à ce qui se passe là-bas. Alors que ça continue,
Aujourd'hui, où en sommes-nous? Un peu de mots pour éclairer quand même nos téléspectateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'écouter les témoignages des uns et des autres qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ce projet dans le but d'éclairer les juges et leur permettre de prendre une décision qui soit conséquente en rapport avec les faits qui sont arrivés. Dans tout ce que vous avez suivi, maître, parce que vous êtes un acteur majeur quand on parle de droits de l'homme en RDC, la faute de Moutamba serait quoi? Bon, à ce jour, on ne peut pas dire quelle a été la faute de M. Moutamba. C'est quand le ministère public fera son réquisitoire et quand les avocats, n'est-ce pas, de M. Moutamba vont aussi prendre la parole que nous pourrions maintenant comprendre toutes les versions pour que nous puissions nous faire notre propre intime conviction sur ce qui était arrivé et sur éventuellement la position que la Cour pourrait prendre dans le cas d'espèce. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Déjà, dans quelques secondes, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est de remercier d'abord tous les journalistes qui avaient répondu à notre invitation et je voudrais souligner ici le fait que les journalistes qui travaillent avec nous font du bon travail. À chaque fois que nous fixons nos rendez-vous à une heure précise, tout le monde est là à l'heure et moi je pense que ça c'est quand même quelque chose d'encourageant pour moi, pour la ZADO. Et je voudrais vraiment leur dire merci d'avoir participé à notre conférence sur le procès Moutamba et d'avoir relayé notre message avec une grande efficacité et avec une grande visibilité, en sorte que j'ai eu des appels de plusieurs personnes, soit pour critiquer notre position, soit pour appuyer notre position. Et ce qui est bien, c'est que la ZADO a contribué à relancer le débat sur les dossiers Moutamba. Maître Jean-Claude Katende, merci. Merci, monsieur Emile. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Restez branchés sur nos antennes et continuez à vous abonner sur notre chaîne Lokombe TV. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Nous recevons vos messages et vos préoccupations et nous les répondons. On reste toujours à l'écoute. Abonnez-vous et continuez à aimer ce que nous faisons pour nous encourager à faire encore mieux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. Au revoir. Au revoir. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger.